intéressant de revenir quand même sur le phénomène de marché qui a marqué la semaine dernière. John Plassard est avec nous, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que par rapport à la dernière semaine du mois de juin, qui avait été une semaine très positive pour les actifs risqués, qui avait vu les indices américains notamment marquer de nouveaux sommets depuis 14 mois, je crois depuis mars 2022, la première semaine de juillet, la semaine dernière, a été une semaine à front renversé avec un repricing assez généralisé et au final, une correction des marchés obligataires et une correction des marchés actions. Qu'est-ce qui a pu motiver ce changement d'ambiance comme ça en quelques jours, John ? Bonjour Grégoire. Écoutez, plusieurs choses. D'abord, des statistiques économiques. On a eu d'abord le rapport ADP sur l'emploi américain qui a montré des plus fortes créations d'emplois qu'attendues aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'était la publication des minutes de la Réserve fédérale américaine qui a rappelé ce qui n'avait pas été dit, enfin apparemment officiellement, c'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine va rester extrêmement faucon, va rester extrêmement hawkish et va monter ses taux de 25 points de base à la fin du mois de juillet et potentiellement, et c'est ça qui est nouveau pour le consensus, pas pour la Fed, bien potentiellement vous pourriez avoir une voire plusieurs hausses de taux en 2024. Et ça c'est totalement, ce n'était pas du tout dans le consensus. Et on avait dit qu'il y avait il y avait deux choses qui étaient très intéressantes, c'était que il fallait que le consensus qui pariait sur une pause, voire une baisse des taux cette année, s'accorde avec la Réserve fédérale américaine qui, elle, tablait toujours sur un discours hawkish, comme je disais, voire deux hausses de taux avant la fin de l'année. Et c'est ce qui a amené à la baisse des marchés. Et d'un autre côté, il faut rappeler une chose, c'est que la Réserve fédérale américaine, elle, ne table toujours pas sur une récession, alors que le consensus parie sur une récession aux États-Unis. Et là aussi, il faut que on s'accorde là-dessus. Et lorsque vous avez cette disruption, vous en parliez avant Grégoire, mais sur l'intelligence artificielle, à chaque fois, il y a un choc sur les marchés. C'est quand même incroyable, hein. C'est vrai que voilà, ça fait plus de 14 mois que la Fed a engagé son cycle de hausse de taux. On est toujours au point. Alors, même si l'intensité des hausses de taux a quand même beaucoup diminué par rapport à ce qu'on a connu en 2022, on reste dans le schéma d'un risque d'avoir des taux toujours plus hauts pour toujours plus longtemps. Et l'inflation qui sera publiée cette semaine, qu'on attend au global à 3% aux États-Unis, ne changera pas le discours de la Fed, sans doute, en tout cas pour la prochaine réunion. Non, tout à fait, parce que vous savez, c'est une tendance, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière clairement par rapport au pic de l'inflation qu'on a eu l'année passée, en début d'année passée. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que l'inflation, c'est pas seulement les prix de l'énergie, c'est pas simplement les prix de la nourriture, mais si on parle des États-Unis par exemple, c'est les prix des loyers. Hein, c'est le plus important, c'est l'élément le plus important dans le CPI, dans la partie de l'inflation américaine. Et vous avez aussi d'autres éléments comme le prix des voitures occasion ou les voitures neuves qui, elles, ne baissent pas. Donc vous êtes dans une situation où en fait la Réserve fédérale américaine a finalement compris, comme en Europe, que l'inflation n'était pas simplement une inflation transitoire, évidemment, donc focalisée sur l'énergie, mais sur d'autres éléments. Et ce n'est pas parce que vous avez une tendance baissière où on pourrait arriver par exemple à 3%, que l'inflation ne va pas remonter. Et qu'est-ce qui empêcherait l'inflation de remonter vivement ? C'est évidemment aujourd'hui, le seul outil efficace qu'a la Fed, c'est la hausse des taux. Puisqu'on a vu que la baisse du bilan de la Fed, qui fait aussi partie de la boîte à outils, comme ils l'appellent aux États-Unis, de la Fed, eh bien cette baisse qui est drastique, il faut le rappeler, n'a pas vraiment d'effet aujourd'hui sur les marchés, sur l'emploi et même sur l'inflation. L'autre événement qui marquera cette semaine, alors il faudra attendre vendredi pour avoir le coup d'envoi des publications des grandes entreprises américaines, à commencer par le secteur bancaire. On aura notamment JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, dans le secteur financier au sens large, BlackRock publiera également ses résultats ce vendredi. Globalement, qu'est-ce que cette saison de publication des résultats du deuxième trimestre va apporter comme élément d'information pour les investisseurs, John ?
Alors, je dirais une chose, et il faut rappeler que, il me semble, Grégoire, que je dis ça chaque début de trimestre, mais à chaque fois, le consensus attend une baisse des résultats, pour plusieurs raisons, pour les risques de récession potentiels, etc. Et là, à nouveau, on s'attend aussi à une baisse des bénéfices. Si on prend les données de FactSet, les baisses des bénéfices pour le S&P 500, c'est moins 7,2%, ce qui marquerait le plus faible trimestre depuis le deuxième trimestre 2020. Bon, là, on était à moins 31,6%. Mais ce serait la plus faible donnée depuis, comme j'ai dit, le deuxième trimestre 2020. Et puis, on s'attend aussi, le consensus s'attend aussi à une baisse des revenus de moins 0,4%. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que directement pour le trimestre suivant, c'est-à-dire le T3, eh bien, on s'attend déjà à une croissance des bénéfices. Donc, on aurait juste une légère entrée en territoire négatif et immédiatement une croissance des 0,7% si on prend les données actuelles sur la croissance des bénéfices. Et surtout, si vous prenez sur toute l'année, on attend une croissance des bénéfices de 1,1%. Et cerise sur le gâteau, eh bien, pour l'année 2024, Grégoire, tenez-vous bien, le consensus s'attend, les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 11,7%, une croissance des revenus de près de 5%. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on a l'impression que eh bien, cette récession serait extrêmement transitoire si on avait une et qu'on repartira l'année prochaine comme en l'an 40. On ne voit pas plus de nuages. Le consensus ne voit pas plus de nuages ici au niveau des résultats des entreprises américaines. Bon. On commencera avec le secteur bancaire. Alors intéressant quand même dans le sillage du choc SVB qui aura marqué le mois de mars 2023. Voir quelques mois après quelles sont les données dont disposent les banques sur la dynamique de crédit en ce qui les concerne et les provisions et les pertes également qu'il va falloir prendre sur le crédit bancaire accordé aux ménages et aux entreprises. C'est un peu l'enjeu, j'imagine, pour ce secteur spécifiquement, John. Oui, tout à fait. Et vous l'avez dit, plus personne ne parle du problème des banques régionales aux États-Unis. Il faut rappeler quand même que les taux montent et il faut rappeler que la chute de SVB, par exemple, a été induite par cette montée rapide des taux aux États-Unis, besoin de liquidité, de start-up et les banques qui ne pouvaient pas leur donner ces liquidités. Donc on est dans une situation où il va y avoir des défauts, ça c'est certain, que ce soit sur les clients des banques régionales ou que ce soit sur les clients des grandes banques. Donc ça c'est la première des choses. Évidemment, il va falloir regarder ça ce vendredi, mais il y a d'autres questions aussi qu'il va falloir regarder, c'est l'impact de l'inflation. Alors l'inflation n'est plus à 7, plus à 5, potentiellement à 4. Quel est cet impact sur les entreprises? Et ce qui est très intéressant, c'est que je viens juste avant qu'on commence, je viens de voir un headline du Financial Times qui dit que eh bien, les parcs d'attractions aux États-Unis et Disney, pour ne pas les nommer, n'ont jamais été aussi vides. Alors, évidemment, il faut prendre ça avec des guillemets. Hein. Vous savez que Walt Disney, la vache à lait, c'est les parcs d'attractions et ils ont continué à augmenter leur prix. Intéressant. Et apparemment, on serait arrivé à ce fameux point où on ne peut plus monter les prix pour garder les marges parce que les foyers américains, eh bien, maintenant, regardent à deux fois avant d'aller dans le parc à thème. Hein. Bon. Donc, ouais, phénomène d'épuisement peut-être du pricing power pour certaines industries et là en l'occurrence dans le divertissement, le tourisme, le loisir, ça va être quelque chose de très regardé, j'imagine. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que vous disiez avant, Grégoire, c'est que justement, cette inflation dont on voit la tendance baissière, eh bien, elle a toujours un impact pour les entreprises qui, elles, ont continué à monter leurs prix. Donc, il ne faut pas oublier, hein, ce n'est pas parce que l'inflation est à 3, comme je disais, potentiellement, et plus à 5, que c'est un élément qu'il faut oublier. Et puis, il y a aussi une donnée qu'on regardera qui est très importante, c'est le nombre de fois que les entreprises vont vous parler d'intelligence artificielle. Il faut quand même voir ici que lors de la publication des résultats du premier trimestre, vous aviez plus de 140 entreprises du S&P 500 qui avaient fait référence à l'intelligence artificielle. Et pas simplement des entreprises de la tech, puisque vous aviez même Coca-Cola qui avait parlé de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ça touche tout le monde. Alors, est-ce que c'est un phénomène d'épuisement en termes de relais de croissance, de thématiques de croissance? Ça aussi, ça va être très, très intéressant à regarder.
On en parle dans un instant, de l'intelligence artificielle, bulle ou nouveau cycle, effectivement, pour la tech américaine. Un point notable également, pour conclure avec vous ce tour d'horizon de l'actualité en ce début de semaine, John, c'est le trou noir déflationniste qui est devenu la Chine. Même le Japon est plus inflationniste que la Chine aujourd'hui. L'inflation en Chine est totalement absente, inexistante, au point que sur un an, l'indice des prix à la consommation ne progresse pas. On est à 0 sur un an en termes d'inflation de prix à la consommation en Chine. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que l'inflation en Chine a toujours été officiellement très basse. C'est aussi le calcul du prix de l'inflation, c'est que l'énergie est, avec tous les guillemets que ça comporte, pas très cher parce qu'ils achètent, la Chine achète de l'énergie peu chère en Russie et puis aussi en Iran notamment. Mais ce qui me semble aussi intéressant de regarder, ce sont les prix à la production en Chine, qui, eux, sont à moins 5,4%, c'est le 9e mois consécutif de baisse. Et on est dans la chute la plus rapide depuis décembre 2015. Donc on est dans une situation où on est dans un affaiblissement de la demande et une modération des prix, notamment des prix de l'énergie et des prix des matières premières. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un impact de notre décélération en Europe et d'une moindre mesure aux États-Unis qui impacte la Chine. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, d'un autre côté ? C'est que si on a une déflation des prix, eh bien, on va importer d'une certaine manière cette déflation. Donc, ça va être l'importation ne va pas être inflationniste, mais déflationniste. Et d'une certaine manière, ça pourra nous aider. Mais est-ce que c'est un cercle vertueux ? J'en suis pas sûr. Et c'est un nivellement par le bas d'une certaine manière. Merci beaucoup, John, pour cet éclairage de début de semaine sur les enjeux macro et micro des prochains jours. Je le rappelle, cette semaine marquera vendredi notamment le coup d'envoi de la saison de publication des résultats des entreprises américaines. John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabaud.